Bon, je vais vous parler de quelque chose que je ne fais pas beaucoup. Hein. Je suis responsable actuellement de l'unité de réhabilitation. Je ne vais pas parler souvent de réhabilitation, pas de réadaptation. Je vais essayer d'utiliser le mot réadaptation. Donc de l'unité de réadaptation ambulatoire à Chartres depuis 2 ans et demi. Et on fait essentiellement la BPCO. Là, c'est un groupe, ils ont donné tous leur consentement, c'est un groupe qui n'est pas un groupe de patients BPCO, et je vous en parlerai après. Alors, la réadaptation respiratoire, c'est une intervention globale. 2 piliers, l'éducation thérapeutique et le réentraînement à l'effort, en plus de la prise en charge psychologique, nutritionnelle, le sevrage. Parfois, on propose une assistance sociale pour certains patients. Le but, c'est de les faire sortir de cette spirale de déconditionnement pour que la maladie ne devienne pas la vie. Alors, on pourrait... Jacques Brel, du lit au lit à la fin. Ouais. Il y a une chanson de Jacques Brel sur la spirale. Oui, voilà. Donc, on pourrait finalement proposer la réadaptation à tous les patients qui ont une pathologie chronique responsable de dyspnée. Nous, on fait la réadaptation en ambulatoire, mais ça se fait en hospitalisation, dans des cabinets de kiné, de plus en plus à domicile. Ce qui est recommandé, c'est 6 à 12 semaines de réadaptation. Nous, on fait 8 semaines, 3 séances par semaine. Alors, les modalités de réentraînement sont classiques. C'est un entraînement en endurance, du renforcement musculaire, que ce soit avec des poids, des élastiques. Voilà. Alors, ce qui se fait le plus, bien sûr, c'est la BPCO. Et là, les effets de la réadaptation au niveau de la BPCO ne sont plus à démontrer. C'est des recommandations de haut grade et toutes les sociétés savantes les recommandent. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les autres indications? Alors, j'ai voulu regarder un tout petit peu ce qui se fait ailleurs. Et là, dans cette étude, c'est une enquête qui a été faite par mail. Au niveau de 430 centres dans 40 pays, au niveau en Europe et en Amérique du Nord. Et on voit que... Alors... voilà. On voit que seuls 5% des centres s'occupent d'une seule pathologie, et probablement c'est la BPCO. Et qu'il y a beaucoup de centres qui font 6-7 pathologies. Et quand on regarde en détail, c'est la BPCO, l'asthme, en périopératoire et les pathologies interstitielles. Et c'est plus aux États-Unis qui font les asthmes, la post-chirurgie et la pathologie interstitielle. Donc, pour la fibrose pulmonaire idiopathique, on sait que c'est une pathologie qui est fréquente, relativement fréquente. Les traitements médicaux, bien qu'on a eu une évolution, ils ralentissent le déclin de la maladie, mais ne changent pas les symptômes. Ça reste recommandé de proposer la réadaptation respiratoire à ces patients, mais les recommandations sont de faible niveau d'évidence. Alors, dans cette revue de la littérature assez récente, c'est une revue de la littérature qui s'est concentrée sur les effets de la réadaptation respiratoire chez les patients qui ont une pathologie interstitielle, dans 9 études concernées la fibrose pulmonaire. Et on a remarqué que ça améliorait, comparé à ne rien faire, bien sûr, le test de marche de 6 minutes, donc toutes les pathologies interstitielles et la fibrose pulmonaire. Mais quand on regarde les patients qui ont une maladie sévère, qui sont désaturants, il n'y avait pas d'effet. Pareil pour les scores de dyspnée, on avait une amélioration globalement, mais pas chez les plus sévères. Par contre, dans la qualité de vie, tous les patients avaient un bénéfice. Probablement, c'est en rapport avec la prise en charge psychologique globale dans le cadre de ces programmes. Donc, finalement, le bénéfice est modeste, mais il est toujours logique de proposer à ces patients la réhabilitation respiratoire, et ça serait plus logique pour les patients les moins sévères. C'est chez qui on a le plus de bénéfices. En vraie vie, c'est pas ce qui se passe, parce qu'en général, on nous adresse les patients chez qui on ne peut plus rien faire. Donc, quand on compare ces patients aux patients qui ont une BPCO, on voit dans cette étude qu'il y a un gain identique au niveau de l'effort, un gain identique au niveau des questionnaires de dyspnée et de qualité de vie.
Mais par contre, dans ces études, on voit que la capacité vitale des patients qui ont une fibrose n'est pas très altérée par rapport aux patients BPCO qui sont GOLD 3. Donc ça confirme le fait que l'amélioration se voit chez les patients qui ne sont pas très sévères au niveau de la fibrose pulmonaire. Alors ces patients qui ont une fibrose pulmonaire, qu'on veut transplanter, ça serait bien aussi de leur proposer la réhabilitation ou la réadaptation respiratoire avant la transplantation. C'est une étude qui comporte plusieurs biais, mais qui est intéressante parce qu'ils ont regardé des patients qui ont fait un programme de réhabilitation complet avant d'être transplantés. Ils les ont comparés à ceux qui avaient moins de 36 séances, donc ils n'ont pas fait de programme complet. Et donc, ils ont trouvé que la réadaptation respiratoire avant transplantation diminuait le risque de mortalité de moitié chez ces patients-là et il avait une durée de ventilation en réanimation moins longue par rapport à ceux qui ont été préparés avant la transplantation respiratoire. Ils avaient, ces patients-là, la même fonction respiratoire, mais ils avaient un test de marche moins bon, peut-être un biais de sélection dans cette étude. Donc, en effet, pour la transplantation pulmonaire, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les patients passent beaucoup de temps sur la liste d'attente. En moyenne, 236 jours en Grande-Bretagne, probablement pareil en France. Et ils ont le temps de perdre en capacité respiratoire. Et c'est important de maintenir leur capacité à l'effort, limiter la détérioration. Ils sont dyspnéiques parce qu'ils ont une altération musculaire, ils ont des altérations cardiovasculaires, ils ont des anomalies métaboliques. Et quand on les transplante, ils sont encore plus dyspnéiques qu'avant la transplantation. Pourquoi? Parce qu'on leur met de nouveaux poumons, mais on ne règle pas le problème métabolique, musculaire. En plus, ils perdent en hospitalisation encore plus de masse musculaire parce qu'au meilleur des cas, c'est 3 à 6 semaines d'hospitalisation. Ils ont les effets des médicaments immunosuppresseurs corticoïdes qui altèrent encore plus leurs muscles et l'état psychologique, ils prennent un coup après la transplantation. Donc ce sont des patients à qui il faut proposer une réhabilitation ou réadaptation respiratoire. Donc ça améliore, c'est prouvé, que ça améliore les capacités à l'effort, la qualité de vie. On ne sait pas, il n'y a pas d'études de sous-groupe, est-ce qu'il y aurait des pathologies qui auraient plus de bénéfices chez les patients transplantés? Quel protocole? Il n'y a pas de recommandation, de toute façon, tout le monde fait ce qu'il sait faire. Il y a des protocoles en endurance en continu, ou bien des protocoles en créneau de haute intensité lors des réadaptations sur vélo, haute intensité qui alterne avec de la faible intensité. Donc il y a le même effet, mais probablement moins de dyspnée et de fatigue pour le protocole haute fréquence. On va passer à une autre pathologie. Dans l'asthme, on prend quelques patients asthmatiques sévères dans l'unité dans laquelle je travaille. A priori, ça ressemble un peu à ce qui se fait dans la BPCO. On a des capacités, un bénéfice sur les capacités à l'effort qui sont immédiates, mais probablement ça ne se maintient pas dans le temps. Une amélioration significative de la qualité de vie, mais il n'y a pas d'impact important sur le contrôle de l'asthme, ni sur la prévention des exacerbations et des hospitalisations. Et puis, ça ne diminue pas l'hyperréactivité bronchique. Une équipe chinoise s'est intéressée à étudier l'action anti-inflammatoire dans l'exercice physique. Ils ont regardé ça chez les sujets sains, chez la souris. Ils ont fait courir des souris et ils ont dosé les toll-like récepteurs 4 et les cytokines et ils ont démontré un effet anti-inflammatoire de l'activité physique. Après, on ne sait pas ce qu'il en est dans la pathologie, mais ça paraît séduisant comme résultat. Donc, on va les réentraîner comme les patients BPCO, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a des particularités. D'abord, des particularités éducatives. Dans les programmes, on leur explique ce que c'est leur maladie, comment prévenir les exacerbations, mais aussi
il ne faut pas oublier de renforcer les muscles inspiratoires pour diminuer l'hyperinflation et on va éviter que le patient fasse une crise d'asthme sur le vélo. Donc on va lui proposer de s'échauffer et lui donner des bronchodilatateurs avant la séance. Je vais vous parler d'une pathologie. Quand j'étais résidente, on me disait l'hypertension pulmonaire, attention, il ne faut pas faire de l'exercice, faire de l'exercice à vos patients qui ont une hypertension pulmonaire, parce que ça risque de provoquer des symptômes, des morts subites, une détérioration de la fonction VD. Et en même temps, on sait que plus la VO2 est basse, plus la survie diminue. Donc là, on a des mètres inférieurs à 3, mètres inférieurs à 3, c'est-à-dire quelqu'un qui va marcher à une vitesse à moins de 3 à 4 km/h. Plusieurs études ont été réalisées dans les dernières années et ont montré que chez les patients stables, on arrivait à avoir de bons résultats. Il n'y a pas d'accident grave, mais il faut que ça soit fait sous surveillance médicale et probablement, certainement, il est recommandé de démarrer la réhabilitation, la réadaptation en hospitalisation. Et donc, c'est une recommandation grade 2B les recommandations de l'ESC-ERS 2015. Alors, comment ça marche? En fait, l'exercice physique, il améliore le pic de VO2, le test de marche de 6 minutes, la qualité de vie, en agissant sur l'hémodynamique du cœur droit, la qualité du muscle squelettique, les capacités inspiratoires des muscles respiratoires, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est l'action au niveau vasculaire, une action anti-inflammatoire, ça diminue la fibrose endothéliale, la prolifération de muscles lisses au niveau vasculaire. Donc, l'ERS sont penchés sur le sujet en 2019. Ils ont sorti des recommandations de bonnes pratiques sur le sujet et ils disent qu'il faut être prudent. On va inclure des patients stables, sous traitement optimal et qui sont surtout motivés. On ne va pas les pousser à faire de l'exercice alors qu'ils ne veulent pas finir un programme, par exemple. Il faut que ça soit de faible intensité. Il ne faut jamais dépasser les 120, 130 battements par minute pendant l'exercice. Qu'ils soient bien surveillés au niveau de la saturation, leur faire de l'exercice sous oxygène, par exemple, même s'ils ne désaturent pas au repos. Il faut que ça soit fait par une équipe pluridisciplinaire qui a l'habitude de faire ça, quel que soit le mode de renforcement ou de travail en endurance. Et il faut que ça soit associé à l'éducation thérapeutique. Il faut que les patients comprennent leur maladie, les conseils de nutrition, comment agir en cas de complications. Et bien sûr, ces patients vont être surveillés. Ils proposent même de faire de l'exercice avec une télémétrie. Donc voilà ce qu'il en est pour l'hypertension pulmonaire. Je vais bientôt finir. Là, le cancer pulmonaire, maintenant, c'est une des indications. On nous envoie souvent des patients qui vont être opérés, ils ont une BPCO, on nous dit il faut les préparer pour la chirurgie. Alors, la dyspnée, bien sûr, chez le patient cancéreux, elle est multifactorielle. Ils ont perdu du poids rapidement, ils deviennent sédentaires parce qu'ils ne bougent pas. Ils ont les douleurs avec l'inflammation systémique et parfois ça peut être paranéoplasique et ils ont donc une faible capacité à l'exercice et on sait que ça augmente la morbimortalité. Donc, faire de l'exercice à ces patients va améliorer leur VO2 et donc là on sait qu'on peut rattraper quelques patients qui ne sont pas opérables rien qu'en les réentraînant à l'effort. Ça diminue les complications post-opératoires, la durée d'hospitalisation, de drainage par rapport à la kiné simple. Et les patients vont avoir une prise en charge qui est un peu particulière parce qu'on va leur proposer aussi une prise en charge psychologique, nutritionnelle. Le problème chez ces patients en post-opératoire, s'ils ont des traitements adjuvants, ils sont en groupe pour le réentraînement, il y a le risque d'infection, donc là on prend certaines précautions. Pour finir,
Je pouvais encore faire plusieurs diapos, hein. On peut réadapter les patients qui ont des dilatations de branches, de la mucoviscidose. Là aussi, il faut prendre en considération les germes résistants. L'artérite oblitérante des membres inférieurs, l'exercice physique supervisé, donc en centre ou dans un cabinet de kiné, est recommandé, c'est un grade 1A. Dans la sclérose en plaques, hein, il y a une action immunomodulatrice, ça permet de ralentir l'évolution de la maladie, dans l'insuffisance cardiaque, dans les lombalgies chroniques. Le groupe de patients que vous avez vu, c'est un groupe de patients en post-Covid. On a sauté sur l'occasion en post-Covid, les patients qui sont sortis de réanimation, on s'est dit on va les prendre dans les 3 mois après leur sortie, et on a fait ce programme qui est adapté à ces patients-là. On a vu que ce sont des patients qui sont hétérogènes parce que au départ, on a eu les patients de post-réanimation, donc les fibroses, tout ça. Après, on a vu les patients qui ont le Covid lent, qui ont l'hyperventilation et on ne pouvait pas les réadapter de la même manière parce qu'ils n'avaient pas trop de problèmes musculaires. Maintenant, c'est la rééducation respiratoire, ce qu'on a vu hier avec le topo du kiné. Alors, est-ce qu'on peut réentraîner tout le monde? Théoriquement, oui, mais dans la vraie vie, il y a peu de centres. L'offre reste insuffisante. Même pour les patients BPCO, 62% n'ont pas entendu parler de réhabilitation ou de réadaptation respiratoire. Si on va prendre des patients hétérogènes dans un même groupe, ça pose un problème pour l'éducation. Il va falloir faire plus de séances individuelles et ça, c'est un temps en plus et on n'a pas trop le temps. Donc finalement, on pourrait trouver une molécule miracle, un agent antihypertenseur, inotrope positif, un vasodilatateur diurétique, tout ça antidépresseur, ou bien proposer à nos patients de faire de l'exercice physique. Et je vous remercie.